Alors voyons maintenant la leçon de choses qui va être pour nous la source d'un nouveau regard. Même si vous ne faites pas l'école à la maison, mais seulement des cours de rattrapage pour votre enfant, eh bien, ce que nous allons dire sur cette leçon peut vous servir. Vous allez vous servir de certaines choses que vous trouverez dedans. Donc, la leçon de choses, c'est sûrement l'une des leçons les moins travaillées à la maison, parce qu'elle fait partie des leçons qui ne sont pas dans les matières que l'on regarde comme centrales dans le programme. C'est une leçon qui est un peu négligée, mais c'est aussi une leçon que l'école à la maison aborde d'une manière particulière, parallèle à celle de l'école, puisqu'elle a la disponibilité, la possibilité de sortir et d'aller solliciter l'entourage extérieur, la nature, le cadre, et donc de faire des expériences et d'expérimenter la leçon de choses in vivo. Donc on va en parler. On oublie un petit peu, mais la leçon de choses se rattache au cursus scientifique. Donc, si vous avez un enfant qui a des notions scientifiques ou d'esprit scientifique, matheux, etc., ne passez pas à côté de cette leçon parce qu'elle peut lui apporter beaucoup. Et puis, elle va être un moteur très puissant pour la solidité de votre enseignement. Elle va contribuer au premier chef à faire en sorte que l'enfant aime l'école à la maison. Pour motiver l'enfant à se mettre au travail en début de journée, eh bien, c'est une excellente leçon. C'est une excellente matière. Elle est même la reine pour ça. Elle est également puissante pour le premier cours de l'après-midi, quand la tête dodeline un peu, quand l'enfant est un peu fatigué après le repas, au moment de la sieste. S'il n'y en a pas, eh bien, vous pouvez utiliser cette leçon qui réveille. Comment est-ce que nous pouvons enseigner la leçon de choses? De diverses façons, car la leçon de choses, c'est l'observation du monde qui nous entoure, ce qui nous laisse une grande liberté d'action. D'ailleurs, à l'origine, l'intelligence des concepteurs avait voulu, au travers de ce principe éducatif de la leçon de choses, que l'enfant observe et parte de la chose afin de pouvoir acquérir des notions abstraites. C'était le bon cheminement, partir de la réalité matérielle pour aller vers l'intellection. La méthode globale, elle, au contraire, a tendance à vouloir faire le contraire. Elle va encore aujourd'hui partir de principes ou d'idées pour aller vers la chose, ce que l'enfant ne comprend pas. Donc, premier atout de l'école à la maison, eh bien, vous pouvez sortir avec votre enfant. Alors qu'il neige, qu'il vente, il y a toujours à observer dehors. Bon, il est certain que les mamans ont peut-être un peu de mal à sortir s'il neige et s'il vente, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de sortir à chaque fois, mais vous pouvez attendre un moment propice et surveiller les moments propices, le moindre rayon de soleil, et sortir avec votre enfant pour faire des observations. 4 ou 5 leçons dans l'année, au bord de la rivière, dans un alpage, sur la grève, dans un chemin creux, dans un champ, aux eaux. Ce sont des souvenirs éblouissants pour un enfant. En revanche, les leçons de tous les jours sont fortement conseillées. Il y a à observer tous les jours. Profitez des circonstances, des événements, du climat, d'un bricolage, d'un jardinage, pour faire une leçon de choses improvisée. Il serait dommage de vous contenter du programme. Donc vous bénéficiez d'une entière liberté à la maison, il faut que ça se voie en leçon de choses. Et alors s'il y a une vertu à développer en cette matière, c'est l'émerveillement. Alors, ne boudons pas notre plaisir, cessons d'être blasés. Nous vivons rassasiés, plus rien ne nous étonne. L'eau coule au robinet, on ne la remarque même pas. L'ampoule s'allume, c'est l'électricité, on n'y pense pas, on est habitué. Bon. Mais aucun roi de France n'a jamais connu ce luxe. Salomon, David, Crésus nous envieraient s'ils le voyaient dans quel luxe nous pouvons vivre, avec quel confort nous vivons. Hein, il faut s'en rendre compte, et pour un enfant, il faut lui expliquer tout ça, il faut lui montrer que c'est extraordinaire. Regarde, j'ouvre le robinet, et qu'est-ce qui va couler? De l'eau. Bon, rien que ça, si vous savez présenter un enfant, ça peut être un moment extraordinaire. En Babylone, avec ses jardins suspendus, n'avait pas ces éléments de confort qu'on trouve dans le plus miteux des appartements des T2. Nous sommes étonnés plutôt quand une ampoule ne s'allume pas, on marmonne un juron, oubliant de remercier du fond du cœur les générations qui nous ont légué le fruit de leur travail et de leur inventivité. Et puis celui par qui tout a été créé. Alors voilà ce par quoi nous pouvons d'abord communiquer avec notre enfant, c'est l'émerveillement. Lui faire remarquer avant toute chose comme il est incroyable
que nous disposions de tout ce que nous avons autour de nous dans la maison. Et qu'il est incroyable d'avoir tout ce qui est en dehors aussi, hein, ces merveilles de la nature, qui n'ont aucune raison d'exister, qui statistiquement n'avaient aucune chance d'exister. Tant les possibilités pour que la vie soit apparue sur Terre sont infimes, inexistantes, moins possibles que de gagner le loto national 30 fois de suite. Que toute chose est matière, agencement de choses créées depuis le commencement, que nous avons peut-être sur le nez des atomes qui se trouvaient sur celui d'un brontosaure, il y a des millions d'années. À lui dire qu'il n'y a pas deux flocons de neige pareils depuis l'origine des temps, et qu'il n'y en eut jamais deux semblables dans toutes les tempêtes de neige, de tous les glaciers de la Terre, ou sur aucune des milliards de planètes enneigées de l'espace. Vous vous rendez compte? Pas deux flocons pareils. Et puis lui dire que lui-même, l'enfant, est unique au monde et qu'il n'y a pas deux enfants comme lui, qu'il n'y a jamais eu deux enfants comme lui dans toute l'histoire. Et qu'avec 1000 milliards de dollars, les scientifiques ne créeront jamais un être comme lui. Et lui dire aussi la beauté extraordinaire que peut offrir la nature et l'être humain. Ça, c'est une leçon pour l'enfant où il peut vraiment sentir ces choses et que vous pouvez lui insuffler. C'est une chose qu'on ne fait plus du tout à l'école. On ne donne plus du tout l'émerveillement. Et on ne parle plus du tout de la beauté de l'être humain à l'école. Donc il n'y a que de la misère, que de la violence, que de mauvaises nouvelles. Donc l'enfant naît dans une peur, dans une violence, une opposition générale de la société. Donc voilà, faites en sorte que ça change. Vous pouvez parfaitement apprendre à votre enfant un regard positif sur le monde qui l'entoure. Et vous savez bien que la manière dont il va penser va créer sa propre réalité. Donc s'il pense positivement, il va créer dans sa vie des choses positives. Donc c'est d'abord ça pour nous qui importe, ce regard sur les choses, plutôt que le relatif mépris qui se veut antimatérialiste. Hein, il y a un dégoût des choses qui font notre quotidien, ne pas se laisser envahir par les choses, d'accord, mais être reconnaissant et respecter les choses et la matière, la création en un mot, eh bien ce sont des dons qui nous sont faits, sans que nous ayons fait grand-chose pour le mériter. Méritons-nous qu'un pommier, dans la ferme d'une famille même pauvre, fournisse plus de pommes qu'il n'est nécessaire? Méritons-nous que la création nous donne tout ce qu'elle nous donne? C'est une abondance inexplicable. Cette leçon de choses est un regard et une sortie de notre petit monde pour se pencher ou lever nos regards vers les petites et les grandes choses du monde, pour reconnaître le mystère de la matière encore incompris, où se cache un langage mathématique, Pythagore disait toute chose est nombre, où le mystère est tellement cohérent, si merveilleusement cohérent, au bout des milliards d'improbabilités, que les mathématiciens et les grands chercheurs s'inclinent respectueusement et observent régulièrement. Alors pourquoi une marguerite peut-elle avoir 5, 8 ou encore 13 pétales et jamais 6, 10 ou 11? Personne ne le sait. Et pourquoi des hommes et des femmes cherchent-ils, au lieu de rester chez eux, regarder la télé, pourquoi cherchent-ils et que cherchent-ils? Que veulent-ils? Le mystère des choses, c'est aussi qu'elles créent un désir de savoir, et c'est très mystérieux. Voilà pourquoi il est bon de noter ce qu'un enfant remarque, ce qui l'intrigue, et de lui offrir 2 ou 3 fois dans son enfance un livre qui parle d'un sujet qu'il a évoqué. Un beau livre peut faire énormément pour votre enfant s'il correspond à une recherche. C'est d'abord parce qu'il y a eu des livres que Sommerfeld, Kepler, Planck, Clifford, Minkowski sont devenus de très grands scientifiques. Le livre prolonge l'observation. Il relie aussi l'enfant qui s'étonne à des hommes qui se sont étonnés avant lui. Cette ambiance d'étonnement est une bonne ambiance d'étude et de travail pour la leçon de choses en particulier et la science en général. Là encore, cette matière va alimenter les autres. Le français se nourrira des observations en leçon de choses. Et les maths aussi, et réciproquement. Alors, le cours, comment est-ce qu'il se passe? Eh bien, il vous demandera parfois d'aller chercher avec l'enfant l'objet de l'étude. Vous développerez les éléments à connaître. Ça n'est pas compliqué du tout. Et puis vous pourrez ensuite le laisser dire ce qu'il a observé lui-même, qui n'est pas dans la leçon, et c'est tout. Vous ferez relire à l'enfant son résumé, et il peut commencer à l'apprendre. Voilà. Et puis si vous n'avez que le livre pour l'objet en question, parce que si c'est un objet un peu éloigné, un peu rare, eh bien vous vous contenterez du livre, eh bien vous faites simplement ce processus et pas davantage. L'essentiel est dans la manière dont vous aborderez vous-même cette matière, comme toujours. Voilà, à très bientôt.